Bonjour à tous et bienvenue sur le www.bigradio.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du Tech News, en l'essentiel de l'actualité high-tech toutes les semaines, résumé en vidéo sur YouTube et Dailymotion. Et avec Aline cette semaine, bien nous parlerons des États-Unis, puisque nous parlerons de ces recruteurs qui exigent un mot de passe Facebook. Et oui, certains candidats à l'embauche sont contrôlés et sont confrontés à de drôles demandes de recruteurs, comme par exemple l'accès intégral à leur compte Facebook. On va en parler dans quelques instants. Nous parlerons également d'une information qui est là officielle, c'est celle du Galaxy S3 qui sortira en avril. Nous parlerons des principales rumeurs et des caractéristiques qui se précisent au fil des semaines. Nos confrères, nos journalistes de la rédaction ont testé le réseau mobile 4G convié par Bouygues Telecom qui proposait ce réseau jeudi dernier. Donc voilà, on vous dira un petit peu ce que nous en pensons. Nous parlerons également d'Apple et Nokia qui sont en lutte pour le futur de la carte SIM, que vont devenir les 25 pétaoctets de données de méga upload. Nous parlerons également de jeux vidéo, puisque ce sont les grands moyens qui ont été déployés pour faire connaître le label PEGI. C'est le label d'information sur les jeux vidéo. Il est largement méconnu du grand public. Et puis enfin, Twitter qui fête son 6e anniversaire. Et oui, c'est l'idée de raconter son quotidien en 140 signes qui a séduit aujourd'hui plus de 500 millions de personnes. Et puis on terminera comme chaque semaine cette émission par les dernières brèves, avec notamment des coupures de réseau de Free Mobile cette semaine. Et puis la date de sortie officielle de Windows 8, en tout cas pour le moment. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour une nouvelle émission du Tech News. On savait déjà que certains recruteurs ont pris pour habitude de faire un tour sur Facebook en douce, en apprendre plus sur les candidats à un poste. Aux États-Unis, il apparaît désormais que certains d'entre eux ne s'en contentent plus et réclament aussi le mot de passe de ces aspirants. Voilà l'information incroyable, en tout cas, que rapporte l'Associated Press. Cela rappelle plusieurs affaires récentes qui montrent que la pratique tendrait à se répandre aux États-Unis, comme celle de Robert Collins qui, lors d'un entretien pour entrer dans l'administration pénitentiaire de l'État du Maryland, a été forcé de livrer son mot de passe. « J'avais besoin de ce travail pour nourrir ma famille », a-t-il indiqué à l'AFP. L'homme, défendu par l'Union américaine pour les libertés civiles, a cependant réussi à faire un peu plier l'employeur. Celui-ci, désormais, n'exige plus de mot de passe, mais oblige tout de même les utilisateurs à se connecter à Facebook lors de l'entretien. Une pratique commune, selon l'AP, dans les services publics américains, notamment pour les individus postulant à des emplois dans le maintien de l'ordre. Plus récemment, Justin Basset, statisticien new-yorkais, a été confronté à la même requête lors d'un entretien d'embauche, mais a refusé de fournir la clé de son profil Facebook et a immédiatement quitté les lieux. Mais combien d'autres ont accepté de le faire ? Le problème semble tant prendre de l'ampleur que certains États comptent, comme le rappelle The Atlantic, légiférer afin d'interdire toute discrimination à l'embauche envers les postulants qui ne souhaitent pas fournir ces informations, sans interdire la pratique pour autant. Espérons que cette innovation américaine ne traversera pas l'Atlantique. C'est officiel à présent, le Samsung Galaxy S3 sortira en avril. Et oui, ce n'est plus une rumeur. Samsung, par l'intermédiaire de Kim Young-ah, le directeur général de sa filiale chinoise, a annoncé que le prochain mobile phare de la marque coréenne, le Galaxy S3, sortira en avril 2012 et non pas en mai, comme de précédentes rumeurs le laissaient supposer. Au cours de son entretien avec la presse chinoise, à l'occasion du Samsung Forum 2012, Monsieur Kim Young-ah a indiqué que la marque allait devenir beaucoup plus agressive
dans sa stratégie de développement en Chine. Le prochain lancement du Galaxy S3 irait en ce sens. Alors outre le mois de sortie, on en connaît un peu plus sur les caractéristiques de la bête. Selon une interview donnée au Korean Times par un cadre de Samsung, le Galaxy S3 utilisera une puce intégrée Samsung pour réduire sa dépendance vis-à-vis du fabricant américain de puces Qualcomm. Il précise que ce sera un processeur SoC Samsung Exynos 4412 possédant 4 cœurs. Dans l'interview, ce cadre ajoute que le mobile sera compatible avec les réseaux 4G et en plus des réseaux 3G+. Les rumeurs concernant le Galaxy S3 ne cessent donc de se succéder. Nous avons compilé une liste des caractéristiques les plus probables, puisque grâce au site spécialisé GSM Helpdesk, nous connaissons les dimensions de l'appareil. L'écran serait plus petit que celui évoqué dans les premières rumeurs, 4,7 pouces au lieu de 4,8 pouces, ce qui serait tout de même un écran de très grande taille, aussi grand que celui du HTC One X, mais moins grand que celui du Galaxy Note, équipé d'un écran de 5,3 pouces. Son affichage n'aurait pas de résolution Full HD, mais seulement du 720p. Avec son processeur Samsung 4 cœurs à 1,5 GHz, l'appareil serait l'un des plus puissants du moment avec le processeur K3 du Huawei Ascend-D Quad 4 cœurs à 1,5 GHz qui doit aussi sortir avant l'été. La caméra principale aurait 12 mégapixels et filmerait elle en 1080p avec cette possibilité d'enregistrer des scènes au ralenti à 60 IPS. Enfin, sur la batterie, le Galaxy S3 aurait une grosse capacité de 2250 mAh contre 1800 aujourd'hui pour le HTC One X par exemple, mais moins que les 2500 mAh du Galaxy Note, ce qui devrait lui assurer une bonne autonomie. L'avenir de la téléphonie mobile, tout le monde le murmure. C'est la 4G, cette nouvelle norme qui porte le nom de LTE pour Long Term Evolution. C'est déjà en service dans les pays nordiques et au Japon. Tous ceux qui l'ont essayé parlent de débits phénoménaux, 150 mégabits par seconde théorique. Là où elle est déployée, la 4G rencontre un succès indéniable auprès du public. La bonne nouvelle, c'est qu'elle devrait arriver prochainement et débarquer dans nos contrées au premier semestre 2013. Les terminaux, smartphones et tablettes sont déjà prêts. On a pu apercevoir notamment au Mobile World Congress 2012, le plus grand salon de la téléphonie mobile, bien sûr. Quant à l'infrastructure du réseau, tous les opérateurs français sont sur le pied de guerre. Pour preuve, Bouygues Telecom nous a conviés à Lyon, sa ville laboratoire, pour les expérimentations 4G, pour une démonstration in situ de cette nouvelle technologie, ainsi que des perspectives qu'elle laisse entrevoir en termes d'usage. Les équipes de Bouygues Telecom travaillent ici en collaboration avec des élèves ingénieurs de l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées. L'école héberge une des toutes premières antennes du réseau 4G de l'opérateur. Alors pour cette matinée découverte, c'était jeudi dernier, Bouygues Telecom a donc mis à notre disposition plusieurs PC munis de petits modules 4G branchés en USB, des tablettes ainsi que des smartphones, tous connectés à cette fameuse antenne relais située à une centaine de mètres et elle-même reliée au cœur du réseau Bouygues Telecom. Premier constat, bien qu'un faible nombre d'appareils soient connectés simultanément sur le site, puisqu'il y avait une quinzaine de journalistes et donc une quinzaine d'appareils présents, force est de constater que les débits sont, je cite, décoiffants. Le débit constant atteint en download est plus de 90 mégabits par seconde. En upload, il se situe aux alentours de 60 mégabits par seconde, ramené à une utilisation classique du réseau avec du trafic et un nombre de connexions réalistes.
L'opérateur affirme donc pouvoir maintenir des débits réels de l'ordre de 40 mégabits par seconde en descente et 20 voire 30 mégas en montée, soit des valeurs qui devraient en fait dépasser celles de l'ADSL actuelle. Seconde surprise, le faible temps de latence, ce Graal tant recherché par les adeptes du jeu en réseau, permet de diminuer le laps de temps entre le moment où le joueur effectue une action sur son ordinateur et où celle-ci est prise en compte et répercutée sur le serveur de jeu. Les mesures réalisées sur le dispositif expérimental mis à notre disposition montrent un temps de latence moyen de 40 millisecondes, soit ce que l'on a l'habitude d'observer sur les réseaux ADSL actuels. À terme, pour la date de commercialisation de ce type d'offre prévue début 2013, les ingénieurs espèrent la baisser à 30 millisecondes. Alors avec de tels débits et un si faible temps de latence, l'usage d'un smartphone ou d'une tablette prend donc une autre dimension. Sur les mobiles 4G présents dans la salle, les pages web s'affichent instantanément dans les fenêtres des navigateurs, mais le plus probant est sans conteste la démonstration d'un jeu de course de voitures multijoueur en réseau sur tablette. Bien que le chargement prenne un certain temps, la course proprement dite s'effectue en revanche de manière fluide, ce qui facilite l'interactivité entre les joueurs. Même fluidité impressionnante pour les chargements de bandes-annonces de films en format 1080p en streaming sur tablette ou sur PC. Dans le même registre, les temps de mise en cage des vidéos sur YouTube paraissent extrêmement courts. Sur un des PC présents, nous poussons l'expérience plus en avant en visionnant une vidéo en HD et en même temps que nous effectuons une vidéoconférence sur Skype dans une autre fenêtre. Verdict, aucune saccade. Alors 4G rime avec partager, puisque la visite s'achève enfin par le déploiement dans la salle d'un réseau Wi-Fi à l'aide d'un petit boîtier lui-même relié à Internet via cette antenne 4G située à l'extérieur du bâtiment. Et c'est avec cette sorte de passerelle Internet que la technologie 4G prend à nos yeux tout son sens. Ce petit parallépipède rectangulaire de la taille d'un paquet de cigarettes est en fait une box internet de voyage. Elle permet, lorsque vous n'êtes pas chez vous, de vous connecter simultanément au net de votre PC portable, la tablette de madame et le petit boîtier de type Apple TV à relier au téléviseur pour louer des films en VOD. Et ce réseau haut débit nomade familial peut être déployé n'importe où tant que la couverture 4G existe. Sur votre lieu de villégiature, en déplacement professionnel ou pourquoi pas même en voiture ainsi que dans le train. Après une journée passée avec la 4G, on s'en prend effectivement à rêver à une nouvelle vie numérique, mobile et nomade. Si les performances promises sont réellement au rendez-vous et si les opérateurs ne sont pas trop gourmands, c'est sûr, la 4G va faire un tabac. En attendant, il ne faut pas oublier que SFR, Bouygues Telecom et Orange ont eux leur licence 4G, mais que Free Mobile ne l'a pas, et c'est là où à mon avis la tendance va s'inverser entre les opérateurs qui ne sont pas, j'ai envie de dire, low cost, dont Free, Orange et SFR, et le low cost Orange, SFR et Bouygues, et puis ça va s'inverser donc face à Free qui restera lui sur son pauvre réseau 3G, alors que les autres seront dans ce réseau 4G, même si après il va falloir attendre ce début semestre 2013 pour voir comment vont vraiment évoluer les choses. Voilà. Nokia sont en lutte pour le futur de la carte SIM.
Et oui, après les micro-SIM et la nano-SIM, pointe le bout du nez. La carte à puce logée dans votre futur téléphone sera 30% plus petite, mais on ne sait pas encore exactement quelle forme exacte elle prendra. Et pour cause, en coulisses, fabricants de mobiles et opérateurs s'affrontent dans un véritable match de boxe pour choisir le futur standard de SIM et de nano SIM, comme l'évoque le Financial Times. La semaine prochaine, en effet, un vote pour choisir le standard nano SIM est organisé à l'ETCSI, l'organisme qui définit les standards pour les télécoms en Europe, et il promet d'être amusant, puisqu'Apple défend mordicus son propre format et compte bien, avec le soutien apparent d'une majorité des opérateurs européens, l'imposer à tous les fabricants. Problème, la version Cupertino de la nano SIM obligerait à disposer d'un tiroir sur les mobiles comme sur l'iPhone aujourd'hui. On se rappelle au passage qu'Apple a carrément souhaité, fut un temps, que les cartes SIM disparaissent des mobiles. Il semblerait donc que ce ne soit plus le cas pour l'instant. En face, Nokia soutient sa propre technologie qui, selon une source proche du dossier cité par le Financial Times, aurait des avantages techniques significatifs et n'obligerait pas à utiliser un tiroir. Le vote sera d'autant plus intéressant qu'Apple est à la manœuvre pour maximiser ses chances de l'emporter. Chaque entreprise participante à l'ETSI dispose en effet d'un certain nombre de voix. Or, toujours d'après le quotidien économique, Apple a souhaité devenir le groupe majoritaire en enregistrant récemment 6 de ses filiales européennes afin de les autoriser à voter et ainsi peser davantage dans la balance. Ce tour de passe-passe doit être validé ou non d'ailleurs ce mercredi, il a été validé mercredi 21 mars. La technique en tout cas ne plaît que moyennement à Nokia qui se demande s'il est juste de voir un groupe d'entreprises gagner une large portion des voix en multipliant les enregistrements des membres. Parfaitement au courant des récents démêlés de la firme à la pomme avec Samsung et Motorola, les opposants de Apple craignent également que le géant américain n'abuse des brevets qu'il a déposés autour de ce standard. Si c'est la technologie d'Apple qui a été acceptée, elle sera pourtant utilisable par tous les fabricants qui le souhaitent. L'hébergeur de Mega Upload, Carpathia Hosting, n'en peut plus. Sur demande de l'administration américaine, le prestataire avait accepté de conserver les données sur le site web Mega Upload. Le problème est que les données des utilisateurs de ce site occupent à elles seules pas moins de 25 pétaoctets. 25 pétaoctets, c'est égal à 25 000 TO et 250 000 gigas répartis sur 1103 serveurs. Lorsque Carpathia évoque ces 25 pétaoctets, il parle d'une quantité de données historique et qu'on a du mal à imaginer. Alors on veut bien le croire, Aussi mardi dernier, l'hébergeur a demandé à la Cour fédérale de Virginie d'être soulagé de la maintenance des serveurs de Mega Upload. Alors Carpathia Hosting estime que maintenir ces données lui coûte 9 000 $ par jour pour l'espace des racks, l'électricité et la connectivité, auxquels s'ajoute la valeur des serveurs immobilisés, 1,25 million $, que l'hébergeur ne peut réaffecter à d'autres clients. La justice américaine a saisi les biens de Mega Upload. La société ne peut donc plus payer ses factures à Carpathia qui a annulé son contrat avec Mega Upload. L'hébergeur demande en justice que ces données, si elles doivent être conservées, le soient par quelqu'un d'autre. Le gouvernement américain, la MPAA, l'association américaine de défense des intérêts des majors et du cinéma, ou l'Electronic Frontier Foundation, qui est intervenu au nom des utilisateurs de Mega Upload. Alors seulement dans cette histoire, tout le monde, à part Carpathia, veut que les données de Mega Upload soient conservées, mais pas pour les mêmes raisons, puisque le gouvernement américain et la MPAA veulent que ces données soient conservées à des fins judiciaires
pour en fait étendre les poursuites aux utilisateurs qui auraient des fichiers illégaux sur les serveurs de Mega Upload. Alors l'EFF veut que ces données soient conservées car elles appartiennent aux utilisateurs de Mega Upload, dont certains qui ont utilisé ce service des fichiers, tout ce qu'il y a de plus légaux, puisque l'EFF prétend que ces innocents utilisateurs ont droit à leurs données et menace d'action en justice pour faire valoir leurs droits. Alors, comme ni le gouvernement, ni la MPAA, ni le FF ne veulent prendre en charge la conservation de ces données, Capartia Hosting propose 3 solutions. Premièrement, remettre le site de Mega Upload en ligne pour une période limitée pour que les utilisateurs récupèrent leurs données légitimes. Après, les données seraient supprimées, ce qui simplifierait un peu la tâche pour tout le monde, cela dit. Deuxième solution, demander à ce que la justice ordonne au gouvernement américain ou à Mega Upload de prendre à leur charge l'hébergement, autre solution. Et puis la troisième et dernière, accepter qu'un tiers paye Capartia pour continuer à prendre en charge l'hébergement. L'affaire est donc entre les mains de la justice qui devrait se prononcer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Le label européen PEGI d'information sur les jeux vidéo est largement méconnu du grand public, la faute à une mauvaise communication et une pédagogie laissant à désirer, mais au sein des éditeurs français et au sommet de l'État, on entend bien changer la donne avec en point d'orgue un spot télévisé. Alors pour résumer, le PEGI est un label européen, je vous le disais à l'instant, d'information sur le jeu vidéo, et il a été lancé officiellement au mois d'avril 2003 pour Pan-European Game Information, qui est un label informatif qui figure sur les jaquettes des jeux vidéo et qui est appliqué dans 27 des pays européens. Il indique la tranche d'âge minimale en fait pour pouvoir jouer, ainsi que les critères posant problème, la violence, le langage grossier, la peur, la drogue, le sexe ou encore la discrimination, ainsi que le jeu de hasard, la possibilité de jouer en ligne. Ces petites icônes sont en fait là pour guider et conseiller l'acteur et l'acheteur, mais n'ont en fait aucun caractère de contrainte légale, alors qu'on trouve toujours ici ou là une personne incompétente ou en campagne pour lier jeux vidéo et violence dès qu'un drame secoue le pays. PEGI est largement inconnu d'une bonne partie des politiques et des utilisateurs, surtout. Selon une étude présentée par le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 86% des parents ne connaissent pas ce système de notation des jeux, une situation que Claude Greff, secrétaire d'État à la famille, déplore. Selon elle, c'est en faisant connaître PEGI qu'on pourra dédiaboliser le jeu vidéo. Or, pour faire connaître ce label, il faut le rendre plus présent en magasin ou encore en faire la publicité et l'expliquer aux parents qui sont généralement les acheteurs. Voilà pourquoi, indépendamment des meurtres dans le sud-ouest de la France, l'État, le CEL, le CSA ainsi que l'Union nationale des associations familiales se sont associés pour lancer une campagne de sensibilisation autour du PEGI, une campagne sous la forme d'un spot télévisé non anxiogène qui tient à préciser tous les acteurs précités et non anxiogène, car on comprend en filigrane que derrière cette volonté d'informer, de former des habitudes, qu'il est question d'un marché florissant, les premiers chiffres fournis pendant la présentation de ce spot indiquent 38,8 millions de jeux vidéo vendus en France en 2009 et 28 millions de clients hexagonaux. Pas mal pour un loisir qui suscite des inquiétudes, comme le soulignait Claude Greff. Le spot, c'est une idée donc originelle de la secrétaire d'État qui s'est donc imposée. Financé par le CEL, il sera diffusé gratuitement une dizaine de fois pour chaque chaîne et par les principaux acteurs du PAF.
Quand on fait remarquer au délégué général du sel que 10 fois c'est assez peu, celui-ci lui rappelle le chemin parcouru en quelques mois. Et oui, puisqu'en décembre 2011, 5 acteurs majeurs de la distribution, dont Game, la Fnac, Boulanger et Auchan, ont signé une charte d'engagement avec le secrétaire d'État chargé de la famille. L'objectif étant de faire connaître PEGI dans les enseignes de ces magasins. Cela passe notamment par un renforcement de l'information des consommateurs, notamment les parents, la mise en avant de la signalétique PEGI, la formation des vendeurs à la signalétique PEGI et à l'avenir, expliquait Jean-Claude Larue, c'est dans les enseignes que de la grande distribution qu'il va falloir porter nos efforts pédagogiques, car c'est là qu'on prend un jeu et qu'on le met dans le caddie sans faire attention. Alors, ce clip pourrait-il tout faire changer? Et oui, puisque le clip est plutôt certes réussi, puisqu'en fait il met en scène un enfant et un père légèrement débordés qui se voient sauver des eaux parce qu'ils se raccrochent aux informations PEGI. Si on ne peut qu'être d'accord avec le slogan « Il n'y a pas d'âge pour jouer, mais il y a un âge pour chaque jeu », on peut s'interroger sur le poids réel d'un simple spot publicitaire. On pourra ensuite faire remarquer que l'âge moyen du joueur oscille entre 34 et 35 ans. Des joueurs donc, mais aussi des parents qui devraient être au courant de l'existence du PEGI, si ce n'est pas le cas, par le manque d'intérêt ou d'insouciance, malgré tout le volontarisme dont font preuve les acteurs à l'origine de ce clip. On n'a donc pas fini d'entendre parler de sensibilisation à PEGI. C'est toujours, ou très souvent, à San Francisco que les révolutions technologiques naissent. Celle-là est venue de Jack Dorsey, l'un des patrons de la high-tech le plus discret qui soit. Il s'agit de raconter ses réflexions, ses découvertes ou encore sa vie en seulement 140 signes. En Europe, peu y croyez, tant pis, aujourd'hui, l'entreprise a séduit 500 millions de personnes qui se sont inscrites sur le réseau et qui ont généré 60 milliards de messages. Aujourd'hui, les tweets sont devenus le moyen le plus efficace de lancer une information sur toute la planète. Rappelons-nous de l'affaire DSK, la catastrophe de Fukushima ou encore les révolutions arabes. La star du site de microblogging reste tout de même Lady Gaga avec ses 20 millions de followers. Le succès est tel que l'entreprise a attiré les financiers du monde entier et a levé en 2011 400 milliards de dollars. Cette année, les revenus publicitaires devraient atteindre 259 millions de dollars. Seul ombre au tableau, la récente vente, et on en avait parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours il me semble, de 2 années de tweets au britannique Datashift, qui pourra ainsi piocher dans ses messages pour un slogan publicitaire ou réaliser une étude de marketing. Bon anniversaire quand même à ce site de microblogging, Twitter, qui a fêté le 21 mars dernier ses 6 ans. Sans fanfare ni trompette, Bouygues Telecom a ajusté les tarifs de ses offres classiques Internet, téléphonie mobile, forfait universel mobile et forfait pro. En voici les grandes lignes, puisqu'en ce qui concerne la B-Box, l'opérateur lance des séries illimitées et limitées à 31,90 € par mois. Les forfaits de téléphonie mobile Eden jouent la carte de la simplification. De nombreuses offres intermédiaires sont ainsi supprimées. Suivant les forfaits, on assiste à des baisses des prix qui vont selon les offres de moins 10 à moins 40% ou à des prestations plus généreuses. Et justement, à propos encore une fois de Free Mobile et plutôt de Bouygues Telecom, puisque selon Didier Cassas, le directeur et le secrétaire général de Bouygues Telecom, Free Mobile aurait autour de 2,2 millions d'abonnés à ses forfaits. Par ailleurs, le responsable précise qu'à la date du 21 mars 2012, BNU, le forfait low cost de Bouygues Telecom, a enregistré 4000 abonnements, dont 49% qui étaient des demandes de portage de Free Mobile.
Bref, toujours à propos de la téléphonie mobile, et on va en parler dans quelques instants, hein, les pannes de Free Mobile qui créent la polémique, et bien Virgin Mobile dément toute défaillance de son service. Et justement, donc je vous le disais, Free Mobile avec des problèmes d'accès au réseau, hein, puisque depuis quelques jours, en tout cas, le réseau de Free Mobile a semblé éprouver des difficultés dans plusieurs villes françaises. De nombreux internautes ont fait part d'importants soucis, comme par exemple des appels impossibles à effectuer ou encore des SMS qui ne partaient pas, ainsi que un non-routage de la messagerie lorsqu'un correspondant tente d'appeler une ligne Free Mobile. Voilà, apparemment ces soucis ont été répercutés dans plusieurs villes de France, aussi bien à Perpignan qu'à Lille, Rennes ou Paris. Certains de nos auditeurs semblent en revanche ne rencontrer aucun souci. Et en tout cas, Orange donne quelques précisions, hein, puisque contacté par la rédaction des Échos, Orange a démenti toute responsabilité dans la panne de mardi. Google Maps Market débarque en France. Il est désormais possible donc d'ajouter les lieux que l'on souhaite à Google Maps, puisque la firme de Mountain View a annoncé ce 20 mars le lancement de son service Google Maps Market en France, bien sûr. L'iPad 3 est déjà un jailbreak dans les cartons. Et oui, ce nouvel iPad n'aura pas résisté longtemps aux hackers. Quelques heures seulement après son lancement, ils ont déjà réussi à jailbreaker la nouvelle tablette d'Apple, mais ils ne proposent pas encore d'outils pour en profiter. Autre nouveauté toujours à propos d'Apple, autre news j'ai envie de dire, et on l'a appris, Apple a communiqué le chiffre des ventes du nouvel iPad. 3 millions d'iPads vendus en un week-end. Et justement, Apple était également l'objet de l'actualité économique de cette semaine, puisque Tim Cook, le PDG d'Apple, et le nouveau PDG, ainsi que Peter Oppenheimer, son directeur financier, ont finalement décidé de renverser une partie des bénéfices records de la firme aux actionnaires, une pratique bannie par Steve Jobs depuis 1995. En bref, prévu pour l'été, la version finale de Windows 8 ne sera disponible qu'en octobre, à la fois pour les tablettes et pour les PC. C'est ce que rapporte la chaîne de télévision Bloomberg. Et puis Adobe Photoshop CS6 est disponible gratuitement en bêta. Et oui, envie de découvrir les nouveautés du plus célèbre logiciel de retouche d'images. Depuis jeudi 22 mars, Adobe propose gratuitement une version bêta de Photoshop CS6 en téléchargement. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations toujours plus high-tech.